des années d'errance, de souffrance, de fatigue, de lassitude, de non-écoute, de mépris. 10 années de galère. C'est une grande errance médicale qui continue encore aujourd'hui d'ailleurs. Et en un mot, c'était juste horrible. Jamais je n'ai fait le lien avec les échures. Et ce qui est terrible, c'est qu'à aucun moment je me suis dit « et si ça pouvait venir des implants Essure ?» Les Essures, ce sont 2 petits implants en alliage métallique introduits dans les trompes de Fallope. Un moyen de contraception définitif présenté aux femmes comme révolutionnaire. Pas d'anesthésie générale, pas d'hospitalisation, la pose des Essures pouvait se faire en quelques minutes seulement. Commercialisés par le laboratoire américain Conceptus, puis par le géant allemand Bayer, ils ont été implantés à plus de 200 000 femmes en France entre 2002 et 2017. En échange de formation et à grands coups de promesses d'innovation médicale, Bayer a réussi à faire de ces implants la technique de stérilisation de référence avec la bénédiction de la sécurité sociale qui en assurait le remboursement intégral à partir de 2012. Mais pour beaucoup de ces femmes, le miracle a été de courte durée. Et les Essures portent aujourd'hui le nom des incalculables douleurs que Sophie, Isabelle et Nathalie vivent au tréfonds de leur quotidien. À travers leur histoire, ces 3 Bretonnes nous racontent la souffrance de milliers de femmes. Leur lutte face à une multinationale et un État qui, dès l'origine, avaient tous les éléments pour déterminer la toxicité de ces implants. Essures, des femmes cobayes en errance médicale. Un podcast propulsé par Splan et le sonodoc de Jet. Je lui ai dit très clairement « il est hors de question que je revive ça. Je veux une ligature ». Isabelle a 54 ans, elle a été implantée en 2008 et est aujourd'hui présidente de l'association Alerte Contraception. En 2008, j'étais déjà demandeuse depuis plusieurs années d'une contraception définitive, d'une ligature de trompe. Mais mon gynécologue trouvait que j'étais trop jeune et qu'il pouvait arriver quoi que ce soit dans ma vie et que je pouvais encore avoir des enfants. Et puis malheureusement, je me suis retrouvée enceinte en juin 2008 et j'étais en difficulté dans mon couple. Nous étions en train de nous séparer. Et donc, il a fallu que je prenne une décision pour interrompre cette grossesse. Et là, ça a été pour moi une position de non-retour. Je lui ai dit, si tu ne me fais pas cette ligature, je vais aller voir quelqu'un d'autre. Et donc, il m'a parlé des implants Essure. J'ai voulu un moyen de contraception définitif après avoir eu mes 3 enfants. Nathalie a 44 ans, elle a été implantée en 2013. J'étais bien décidée après ma 3e grossesse. Et à l'époque, je voulais une ligature de trompe. Et en fait, on m'a présenté ça. Et puis moi, franchement, je ne me suis pas posé la question si c'était bien ou pas. Si on me le proposait, c'est que c'était bien. L'idée de la ligature des trompes trottait dans ma tête depuis de nombreuses années, mais plusieurs fois, les gynécologues m'avaient dit que j'étais trop jeune. Sophie a été implantée en 2010. Elle a 57 ans. J'ai attendu qu'on m'enlève ce stérilet à hormones avec lequel j'avais des soucis pour là reparler avec le gynécologue de la ligature des trompes. C'est là qu'elle m'a parlé des échures en me disant qu'elle préférait elle, poser des échures, c'était plus simple, ça se faisait très rapidement, c'était pas invasif. Il n'y avait pas de raison de ne pas faire confiance et d'avoir des suspicions sur un problème particulier d'intolérance. Oui, ce document, c'est le livret patiente. Changer tout sans rien changer. La stérilisation féminine à visée contraceptive. C'est la documentation qui était donnée aux patientes qui souhaitaient se faire stériliser. C'est de la com. C'est du marketing. Moi, je ne connaissais pas ces implants. Il m'a expliqué que c'était relativement nouveau, que c'était assez facile à poser. Et surtout, moi, ce qui m'intéressait dans les implants, c'est qu'il n'y avait pas d'anesthésie générale.
Donc c'était un acte vraiment rapide, indolore, presque anodin. Et puis ensuite, il m'a expliqué qu'une fois qu'ils étaient posés, donc ça se faisait au bloc. À aucun moment, il ne m'a expliqué que ces implants étaient fabriqués avec des métaux. À l'époque, j'étais déjà allergique aux bijoux fantaisie, aux boucles de ceinture, aux boutons de jean. Donc j'étais allergique au nickel. Or, moi, je n'ai absolument pas eu cette information. C'est clair que si on m'avait dit « Ah ben non, je suis désolée, c'est contre-indiqué pour toi », bon, on aurait fait une ligature classique. Mais la question n'a pas été posée. Et c'était assez simple dans le sens où c'était en ambulatoire, on était 1 heure ou 2 à l'hôpital et on ressortait. En général, il le faisait toujours sous hypnose, sauf que moi j'ai eu une grosse douleur quand il m'a mis l'implant gauche, je crois, et en fait ils ont fini par m'endormir. Pour moi, ça s'est pas spécialement bien passé. Après, ce qui m'a contrariée, c'est quand même de devoir me faire anesthésier complètement, alors qu'à la base, c'était juste une petite intervention toute anodine sous hypnose, voilà, qui devait pas être douloureuse en plus. C'est quelques mois après où mon corps a commencé à réagir, je pense, parce que c'est pas par hasard que c'est arrivé comme ça, c'est pas possible. Du jour au lendemain, des migraines sont apparues. Donc il n'y avait pas d'explication. J'avais jamais eu de migraine de ma vie, j'avais une 40aine d'années, on m'a dit que les migraines, de toute façon, on ne sait pas comment ça vient, on n'a pas d'explication réellement. C'est peut-être l'âge, l'approche de la ménopause, on peut en avoir, changement hormonal. Puis elles étaient quand même très fréquentes, donc ça m'arrivait de quitter le travail pour rentrer à la maison parce que les migraines étaient vraiment fortes. Les douleurs de dos, alors oui, j'avais un accident quand j'avais une 20aine d'années, mais jusqu'à 44 ans, j'avais pas mal au dos. Le plus flagrant, ça a été ma grosse crise d'hernie cervicale parce que j'ai eu des douleurs qui sont venues petit à petit. Je les ai fait poser en juin et c'est en octobre de la même année que j'ai dû passer un IRM puisque j'avais des douleurs qui étaient de plus en plus intenses. Bon, pour passer un IRM, c'est que mes douleurs, elles étaient quand même là depuis un petit moment. Et on s'est aperçu que j'avais les cervicales qui étaient toutes abîmées. Alors, encore une fois, c'était certainement déjà là, plus ou moins avant, parce que c'est pas en 3 mois que mes cervicales se sont abîmées comme ça. Mais mon état s'est quand même dégradé sérieusement, assez rapidement après ça. Au bout de quelques mois, au courant du mois de novembre, j'ai commencé à avoir des problèmes respiratoires. Donc j'avais une toux sèche qui était là, sans vraiment avoir pris froid, pas de fièvre, enfin j'avais pas de symptômes, sauf la toux. Et j'ai commencé à avoir des démangeaisons sur le corps, au niveau du médiastin et au niveau de l'abdomen. On ne savait pas ce que c'était. Et là, le premier hiver, l'hiver 2008-2009, j'ai fait une pneumonie en février 2009. J'ai mis 3 semaines à récupérer. J'ai mis 2 mois derrière à retrouver de l'énergie et de la vitalité. Et malheureusement, au printemps et en été, je suis à nouveau tombée malade avec à nouveau des signes pulmonaires. Quant aux problèmes urinaires, il n'y avait pas vraiment d'explication. Du jour au lendemain, j'allais 30 fois aux toilettes par jour, mais on ne savait pas pourquoi. Je me levais le matin, j'allais tout de suite aux toilettes. Je prenais ma douche. Avant de prendre le petit déjeuner, je retournais aux toilettes, donc juste après la douche. Je me préparais pour partir au travail, j'allais encore aux toilettes. J'arrivais au travail, je courais aux toilettes parce que je travaillais à 10 minutes d'ici en voiture. Mais quand j'arrivais là-bas, il fallait encore que j'aille tout de suite. La première chose que je faisais, c'était encore aller aux toilettes. Vous imaginez ? Il fallait réfléchir, calculer, c'était infernal. J'avais demandé au travail à avoir un bureau à côté des toilettes. Mes collègues me prenaient pour une folle des fois. C'était un enfer. Après, il y avait aussi le problème des règles hémorragiques parce que moi, j'étais jamais gênée avant. Donc ça aussi, ça a été assez flagrant assez rapidement. Au moment des rapports aussi, des douleurs que je n'avais pas avant non plus. Et après, c'est une grande errance médicale. On ne sait plus pourquoi on a tout le temps mal quelque part. Les migraines, ça c'est pareil, des migraines, j'en avais constamment. Mais des migraines qui étaient handicapantes au point de ne pas pouvoir sortir de chez moi. Ou quand j'arrivais du travail, j'étais complètement épuisée alors que j'avais pas de raison spécialement. Comme un vieillissement accéléré en fait. Petit à petit, j'ai fini par ne plus pouvoir travailler autant qu'avant. Tout était compliqué. Ayant des enfants de bas âge, il y avait plein de choses que je ne pouvais plus faire avec eux.
Les médecins réagissaient tout le temps en disant que j'étais quelqu'un de très stressé, que c'était normal, j'avais des enfants de bas âge, que j'étais fatiguée. C'était normal. C'est vrai qu'une femme de 35-40 ans, c'est normal qu'elle soit tout le temps fatiguée. Et là, mon médecin traitant ne comprenait pas ce qui m'arrivait. Il me disait oui, c'est peut-être la fatigue, c'est peut-être le contre-coup du divorce, tu fais beaucoup de choses. Voilà, je travaillais, j'étais présidente de 2 associations, j'étais très sportive et je voyais bien que je n'arrivais plus à suivre même le rythme sur l'activité sportive. En gros, voilà, c'était ça. C'était du stress et de la fatigue. Bon. Et puis en 2010... En septembre, je n'ai pas pu reprendre mon activité de danse et j'ai arrêté de courir, j'ai arrêté de nager, j'ai arrêté le violon parce que j'étais de plus en plus fatiguée. Et au mois de mai 2011, je me suis totalement effondrée, je me suis écroulée un matin, je me suis levée et je suis tombée dans les pommes et je me suis retrouvée aux urgences. Et j'ai été hospitalisée 5 semaines en neurologie sans savoir ce qui se passait et avec un diagnostic de sortie d'un burn-out et d'un effondrement psychique. Et toutes mes douleurs musculaires, parce que c'était surtout ça qui était le plus difficile, j'avais très 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 mal dans les muscles. On ne sait pas ce que vous avez. On va dire syndrome d'intolérance musculaire à l'effort. Voilà, ça a été le petit mot qui a été, enfin la petite phrase qui a été notée dans le compte-rendu de sortie d'hospitalisation. Et puis mon état s'est dégradé, donc j'ai été arrêtée pendant 4 mois. Et malheureusement, au bout de 3 mois d'arrêt, je n'avais toujours pas touché mes indemnités de maladie. Et en fait, l'assureur privé qui devait me les verser m'a dit qu'il ne le ferait pas. Et donc, il a fallu que je reprenne mon travail contre l'avis médical parce que j'étais en très grande difficulté financière. Donc, j'ai continué comme ça pendant 1 an et demi. Et puis, fin 2013, le neurologue m'a reproposé l'usage d'un fauteuil roulant. Et là, j'ai accepté. Et donc, je me suis retrouvée avec un fauteuil roulant pour tous mes déplacements. Je ne pouvais plus conduire, je ne pouvais plus faire le ménage. Enfin, le moindre exercice physique, c'était devenu un enfer, un vrai calvaire. Et les douleurs étaient présentes jour et nuit. Donc ça, c'était physiquement difficile et psychologiquement insupportable. Je me reconnaissais plus. J'étais dans un corps de vieille dame. Et là, j'ai vraiment cru que je m'éteignais à petit feu. Voilà, c'était ça. Comme je travaille en pharmacie, j'avais fait une formation par rapport à mon travail. C'était donc sur la vie de la femme en général. Et donc, on parlait de tout ce qui était moyen de contraception, ménopause, tout ça. Et la formatrice, à un moment, a fait allusion aux implants, en fait. Et quand elle a parlé de ça, elle a dit « Bon, je ne vais pas m'étaler sur le sujet des implants. C'est une grosse aberration de s'être servi des femmes comme cobayes. » Enfin, elle en a parlé très ouvertement comme ça. Et ce jour-là, j'étais d'une fatigue extrême. Et je me suis dit « Mais elle parle de moi, là ?» Et elle m'avait donné son mail et dès le soir, j'ai envoyé un mail en lui expliquant ma situation. Et elle me dit, non mais là, vous prenez tout de suite contact avec votre gynéco et puis vous voyez pour les faire enlever vos implants là. En 2016, je partais justement en déplacement pour mon travail. J'étais dans l'avion et je découvre un article dans un journal national, un petit article sur la problématique des échures et ce scandale sanitaire. Donc ça m'a effectivement interpellée. J'ai cherché des informations sur Internet. J'ai découvert l'association Résiste, j'ai découvert le témoignage de nombreuses femmes. Et à l'époque, je me suis dit, finalement, j'ai quand même de la chance parce que je n'ai pas ces problèmes graves qu'ont certaines patientes. Un jour, je reçois un lien de change.org avec un témoignage d'une femme qui parle de son calvaire sous Essure. Et là, j'arrive sur une page qui s'appelle Essure France Alerte. Et je lis. Il n'y avait pas beaucoup, il y avait peut-être 5-6 témoignages de femmes. Et dont une femme qui raconte son calvaire au quotidien. Et j'ai l'impression qu'elle parle de moi. Je lis son témoignage et je me dis, mais je pourrais presque remplacer son prénom par le mien. Tellement il y a de similitudes entre ce qu'elle décrit et ce que moi je vis.
Donc là, je vais voir un gynécologue qui me dit, écoutez, ne tombez pas dans la psychose, ne faites pas forcément le lien avec ça, il y a tout plein d'autres problèmes. Il me parlait des traitements substitutifs hormonaux, qu'il y avait plein de personnes qui se plaignaient de ça, alors que c'était pas forcément justifié pour tout le monde. Et donc il me dit, je vous fais faire un IRM pour voir s'ils sont bien posés. S'ils sont bien posés, c'est que ça ne vient pas de ça. Donc j'ai fait un IRM, les implants étaient bien posés en effet, mais ça n'empêche que j'avais toujours les problèmes. Donc après, j'ai continué à me dire, bah non, c'est qu'il y a autre chose. 2 ans après, je suis revenue sur ça en me disant, non mais c'est pas possible. Et là, par contre, mon état de santé s'était bien dégradé. Et j'étais des mois et des mois en arrêt de travail. J'étais en dépression. J'étais vraiment pas bien. J'avais des douleurs dans le bas du ventre. Mon médecin m'avait demandé de faire une échographie et la radiologue me dit mais vous êtes ménopausée, madame, vous n'avez pas enlevé votre stérilet. Je dis mais j'ai pas de stérilet. Elle me dit mais vous avez quelque chose dans l'utérus. Donc ça m'a un peu inquiétée. Et je lui dis mais non, j'ai rien dans l'utérus. Et puis je lui dis ah mais c'est vrai, j'ai des échures, mais elles sont dans les trompes, pas dans l'utérus. Et là elle me dit bah d'après l'échographie, on a l'impression que l'échure est dans l'utérus. Elle me dit il faut être vigilante parce que il y a peut-être un risque de perforation, donc consultez rapidement. C'est là que je me suis dit oula mais c'est quoi ce bazar, enfin je comprends pas. J'ai donc pris contact avec Émilie de l'association Résiste. Je lui ai expliqué mon problème. J'ai décidé d'adhérer donc à l'association. J'ai eu la liste de tous les effets secondaires et là j'ai découvert sur la liste que je me retrouvais dans certains des effets secondaires effectivement, dont la problématique urinaire. C'est à ce moment-là que j'ai fait le lien en fait en me disant mais peut-être que mes problèmes sont liés à cela, mais enfin comment le prouver? Donc j'ai appelé mon médecin. Je lui ai demandé de faire des recherches, comme elle me suit depuis 20 ans, c'était facile pour elle de faire un peu d'archéologie dans mon dossier. Et elle m'a dit, bah, écoutez, la première fois que vous m'avez parlé de migraine, de douleurs de dos et de problèmes urinaires, c'était entre 2010 et 2011. Ayant été implantée en 2010, si mes problèmes étaient bien liés aux échures, j'envisageais une explantation le plus rapidement possible. Et donc là, je suis allée tout de suite voir mon neurologue qui m'a dit très clairement non, mais je fais un courrier tout de suite pour votre gynécologue, il n'y a pas de souci. Je suis allée voir le gynéco en urgence et lui, il m'a dit, bien sûr, s'il y a ne serait-ce qu'une chance sur 1 million que ce soit ça, de toute façon, il faut les enlever. Vu l'état dans lequel tu es, on n'a pas le choix, il faut les enlever. C'est là où j'ai commencé vraiment, moi, à compulser des données parce que je me suis renseignée sur comment les enlever. Parce que là, je m'étais dit, je ne m'étais pas renseignée sur comment les implanter, mais je ne voulais pas faire n'importe quoi. Donc, j'ai pris beaucoup de renseignements auprès des Hollandaises, auprès des Américaines, pour savoir comment les enlever. Et quand je suis venue au rendez-vous du gynécologue, du chirurgien, qui me les avait mis pour lui demander une explantation, il m'a dit que ce n'était pas possible, que ça ne pouvait pas venir de ça. Il n'y avait absolument pas de lien entre ce que je vivais et les implants. Mais comme j'étais une personne relativement sensée et qui se souvenait très bien de moi et de mon implantation sans anesthésie générale, il voulait bien me les explanter et c'est là que je lui ai dit, voilà, je veux qu'on fasse comme ça. Et c'est moi qui lui ai dit comment les enlever. Donc je lui ai dit, je veux une extraction par voie basse. On ne coupe pas, on ne tire pas, on ne casse pas les implants. On prend tout d'un bloc en monobloc et on laisse juste les ovaires. Oui, mais vous savez, votre utérus, il est peut-être pas abîmé, je verrai sur... Non, je dis, vous verrez rien du tout, je veux ça. Si vous faites pas ça, vous ne m'opérez pas. Et donc, il a accepté. Donc, j'ai pris rendez-vous avec la gynécologue qui me suivait, qui n'était pas celle qui m'avait implanté les échures, puisqu'elle avait été absente. Et je lui ai demandé de m'explanter en lui présentant mon problème. Et je n'ai pas été prise au sérieux. Elle me dit, mais... vous savez, les échures, si on regarde l'effet bénéfice-risque, les échures ont apporté énormément à de nombreuses femmes. Donc il n'y a qu'un pourcentage très très faible de femmes qui ont des problèmes. Et de toute façon, comment pouvez-vous prouver que les problèmes que vous me décrivez sont liés aux échures? Vous ne pouvez pas le faire. Si vous voulez que je vous les enlève, les échures, je vais vous les enlever, mais on est là sur une opération de confort. Donc, en période de crise Covid, on verra ça quand la situation sanitaire ira mieux. Il fallait donc que je trouve un chirurgien qui m'opère, quelqu'un en qui j'avais confiance, parce que je savais que l'opération était assez délicate.
Lorsque j'ai pris rendez-vous avec le gynécologue, donc en janvier 2020, là, j'étais bien décidée à faire enlever les implants, mais j'avais qu'une appréhension, c'était qu'ils me disent « mais attendez, ça vient pas de ça, comme on m'avait dit 2 ans auparavant ». Sauf que là, bizarrement, j'ai eu un propos complètement différent. J'ai été 3 minutes dans son bureau, il m'a même pas demandé pourquoi je voulais les enlever, il m'a même pas demandé quel était mon parcours, rien du tout. Il m'a dit « ok, je vous les enlève ». Il dit, moi non plus, j'étais pas au courant des soucis qu'il y avait, donc vous vous êtes fait avoir, mais nous aussi. Il m'a pas parlé de protocole. Moi, j'ai pas osé lui en parler parce qu'il paraissait tellement sûr de lui. Et puis, franchement, moi, quand je suis allée au rendez-vous, je tremblais de partout parce que j'avais peur d'être jugée, comme à chaque fois quand j'en parlais à tel ou tel spécialiste. Je l'ai trouvé on va dire qu'il m'a pris de haut, il était très sûr de lui. Et donc de là, il m'a posé une date et 2 mois après, il me les retirait. J'avais connaissance du protocole d'explantation, puisqu'Émilie m'en avait parlé. J'ai été très très bien conseillée et accompagnée par l'association Résiste. Je ne lui ai pas demandé s'il l'appliquait ou pas, le protocole, mais ce qui m'a énormément rassurée, c'est qu'il m'a bien évoqué l'ensemble des risques. Il m'a parlé de la casse, mais il m'a dit, voilà, moi aujourd'hui, je pars, donc si vous êtes décidé, on part sur une salpingectomie, l'ablation des trompes. Donc d'après lui, la position des implants était bien dans les trompes, même si un dépassait dans l'utérus, mais ils étaient quand même plutôt bien placés au niveau des trompes. Donc on coupe les trompes et on laisse l'utérus. Et il me dit, si jamais il y a besoin ensuite de réaliser une intervention sur l'utérus, ça se fera dans un second temps. Ça se fera avec votre consentement. Et j'ai décidé donc de me faire explanter là-bas à la clinique de Quimper. Quand on est rentré dans le bloc opératoire, je lui ai dit par contre, vous me loupez pas parce que j'ai quand même entendu pas mal de témoignages où les gynécos loupaient les femmes et laissaient un morceau, quoi. Ah non, mais vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. Et lorsqu'il m'a opéré, il est venu me voir dans ma chambre 2 heures après. Il m'a dit, tout s'est bien passé, très bien. J'ai fait une radio de contrôle 3 semaines après, il y avait un petit morceau. Je suis allée le voir après, quelques semaines après. Donc lui, il me dit non, c'est pas un petit morceau. Alors il me faisait croire que c'était un résidu de compresse qui était resté dans mon corps. J'ai refait une radio suite à sa demande. Et donc là, j'ai rappelé pour avoir un rendez-vous. Il a refusé de me voir. Il a même pas daigné m'appeler. Il a juste dit à sa secrétaire de me dire non, vous lui dites d'attendre. Ça dépend comment elle se sent. Si elle se sent bien, elle reste comme ça. On se revoit dans 6 mois. Et donc je suis jamais retournée le voir en fait. Et puis malheureusement, on croit qu'on passe à autre chose dès le lendemain du retrait. Et au final, moi, la galère, elle a continué, quoi. À la sortie de l'intervention, quand il est venu me voir, il m'a dit « Écoutez, je suis très surpris. Vous aviez un utérus qui était pratiquement plus gros que mes 2 poings réunis, que j'ai eu beaucoup de mal à extraire par voie basse. Il a vraiment fallu que je tire un peu dessus. Et qui était très dense, très, très, très nervuré et rempli de fibrine et d'adénomiose. » Il me dit « C'est impressionnant pour un utérus de votre âge, quoi. On voit ça chez des femmes qui ont 75 ou 80 ans, quoi. » L'opération a eu lieu au mois d'août 2020. Une des échures a cassé. Quand il a analysé les échures, il s'est rendu compte qu'il manquait un tout petit bout. Et c'est le bas de l'échure, c'est un petit morceau de titane qui s'est cassé. Il m'a demandé si je souhaitais être réopérée. Et à ce moment-là, il aurait fallu sans doute enlever une partie de l'utérus. Mais lui, il me déconseillait, il me disait que vraiment le petit bout qui restait ne devait pas poser de problème. J'ai aussi beaucoup réfléchi, je me suis beaucoup renseignée sur la matière. Enfin on est là sur du titane. Le corps supporte plutôt pas mal. J'ai décidé de vivre avec. Lorsque je me suis aperçue qu'il restait un morceau d'implant, donc là j'ai pris pour le coup contact avec Résiste. C'était Émilie, la présidente, qui m'a envoyée vers d'autres personnes qui avaient été dans le même cas. Et par le biais de ces personnes-là, j'ai pris contact avec un gynécologue de Plérin, à côté de Saint-Brieuc, dans les Côtes d'Armor. J'ai eu un rendez-vous assez rapidement. Et alors lui, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il n'a pas été dans le jugement de me dire « mais pourquoi vous voulez vous refaire à nouveau opérer pour un si petit morceau ?» Parce qu'il a complètement compris que, ne serait-ce que psychologiquement, je ne pouvais pas rester comme ça. Et ça a été assez rapide parce que je l'ai vu en août 2020 et en octobre, il m'opérait. Donc là, il a fait un contrôle scanner, lui, par contre, pour savoir où était situé le morceau. Et donc le morceau était hors de l'utérus, il était derrière l'utérus, à la base de la colonne vertébrale. Il m'avait dit que normalement ça ne pouvait pas bouger là où il était, sauf que lorsque j'ai été opérée, l'opération a duré beaucoup plus longtemps que prévu, puisque en fait le morceau avait migré en 1 mois.
Ça, c'est... comme m'a dit le gynécologue qui me l'a retiré, que c'était mon petit trophée, parce que pour lui, j'ai été bien courageuse de retourner me faire opérer pour enlever une si petite chose, mais qui pour moi a été hyper importante. C'est en fait une des extrémités du deuxième implant, qu'on n'a d'ailleurs pas retrouvé dans l'analyse suite à la première intervention, et donc qui fait quand même 3-4 mm, un petit morceau bien piquant qui se baladait dans mon abdomen, quoi, après la première intervention. J'ai eu beaucoup de mal à me remettre de cette deuxième intervention. Et par contre, j'étais, on va dire, soulagée psychologiquement de l'avoir enlevé. Et après, physiquement, ça a été très dur. Mais je me sentais libérée malgré tout. Le lendemain de mon intervention, pourtant j'étais pas fraîche, parce que j'avais quand même une hystérectomie, donc avec une anesthésie générale et puis une intervention assez lourde, je me suis levée toute seule de mon lit. Ça faisait 4 ans que je ne pouvais plus le faire. C'est-à-dire que ça faisait 4 ans que tous les matins, c'était mon mari qui me soulevait du lit pour me mettre debout. Parce que je ne pouvais pas, moi, toute seule, sortir du lit. Je peux pas vous décrire ce qu'on ressent à ce moment-là, quoi. C'est indescriptible. Alors, bien sûr, ça n'a pas été en 8 jours, allez, vas-y, et on y retourne, et je marche et je cours. Bien sûr que non, il m'a fallu des mois. J'ai dû arrêter le fauteuil roulant, je l'ai rendu en janvier 2017. Ce qui était extraordinaire, c'est la fatigue. La fatigue, c'est du jour au lendemain. C'est impressionnant. Et puis après, moi, je n'ai fait que remonter. Par contre, j'ai des séquelles. Ce que j'attends, c'est que l'État prenne enfin ses responsabilités, informe les femmes. J'attends également de la part des gynécologues qui ont posé ce dispositif de reconnaître qu'il y a un problème, qu'ils aient un peu de considération pour les femmes qui viennent les voir. Parce que ce n'est pas toujours le cas. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ce soit plus connu par les professionnels de santé, qu'ils soient plus au courant de ce qui se passe, qu'ils soient dans l'empathie aussi, parce que le nombre de fois où j'ai rencontré des médecins, déjà d'une, qui ne savaient pas ce que c'était que les implants Essure. Alors j'étais en train de leur faire un cours sur ce mode de contraception. Alors ça, je trouve ça quand même aberrant. Il y a quand même 200 000 femmes en France. Je trouve ça quand même incroyable de ne pas connaître ça, quoi. Ce que j'aimerais, c'est que les femmes qui sont porteuses de ces implants-là soient toutes mises au courant de la possibilité d'avoir des soucis de santé. Celles qui n'en ont pas, tant mieux pour elles. Mais après, je ne suis pas convaincue que ça va durer dans le temps. Quand on voit les analyses qu'il y a de faites sur ces implants-là, si ça se dégrade dans le corps d'une femme, ça se dégrade dans le corps de 200 000 femmes. Et dans beaucoup plus que ça dans le monde, il y aura forcément des conséquences à long terme. Moi, j'estime avoir de la chance d'avoir pris ce problème-là au sérieux. Et peut-être que là, j'ai un passage où je ne suis pas en bonne santé, mais je pense que je vais mieux vieillir que d'autres femmes qui vont garder les implants. Parce que normalement, on avait ça jusqu'à la fin de notre vie. Ce n'est pas quelque chose qui était prévu être retiré. Et après, qu'il y ait une bonne prise en charge, qu'il n'y ait pas de soucis pour les explantations, que les gynécos ne fassent pas n'importe quoi. S'ils ont besoin d'être formés pour ça, qu'ils y soient. Enfin, on n'est pas des bêtes, quoi. Franchement, il y a une période, les 2 opérations, j'avais vraiment l'impression d'être une bête. On est 3 associations en France et les 3 associations s'entendent là-dessus. On réclame qu'un courrier soit envoyé à chaque femme porteuse d'implants pour lui dire « Si vous présentez au moins 5 de ces signes-là, on met les 10 ou les 15 plus importants, merci de prendre contact avec votre gynécologue. Vous avez peut-être un syndrome ASIA ou en tout cas une intolérance à l'implant et il serait peut-être important que vous puissiez les enlever. » On réclame ça depuis 5 ans, 2016. On est en 2022, ça va faire 6 ans. Et on nous dit, depuis 6 ans, « Ah non, c'est pas possible parce que ça va créer un effet de panique. » Mais là, je leur dis aussi, mais vous prenez les patientes pour des bécasses, là aussi. Elles n'ont pas de cerveau. Vous croyez sincèrement que des femmes qui sont en bonne santé, qui n'ont absolument pas de soucis, vont aller se faire enlever un utérus et des trompes juste parce qu'on leur dit que peut-être qu'un jour, elles vont être malades. Enfin, on prend les femmes pour quoi, là? Par contre, toutes celles qui sont en errance médicale et qui ne savent pas encore, parce que c'est toutes les semaines qu'on a des nouvelles arrivées sur nos associations, dans les groupes Facebook.
J'ai lu votre témoignage, j'ai lu un article, toutes les semaines. Et vous ne croyez pas que ces femmes-là, par contre, on gagnerait du temps pour elles? Et encore une fois, ce sont des êtres humains, on ne parle pas de boîtes de conserve, quoi. C'est criminel. Moi, je l'ai déjà dit en comité scientifique et je l'ai dit comme ça. C'est criminel de ne pas le faire. Et je ne vous parle pas des décès. 53 décès en octobre 2020, recensés, de femmes porteuses d'implants Essure. Pourquoi sont-elles mortes? De quoi sont-elles mortes? Et puis bizarrement, depuis, on n'a plus de chiffres. Pourquoi? Retrouvez l'ensemble de l'enquête sur les implants Essure sur splan.org. Un grand merci à Isabelle, Sophie et Nathalie pour leurs témoignages. Merci également aux associations Résiste, Alerte Contraception et Victimes d'IMI pour leur aide précieuse. Écriture, entretien et prise de son, Rosanne Le Carboulec. Réalisation, Julie Ozou. Coordination, Faustine Sternberg, Juliette Cabasso-Roger. Musique, Glebandi. Avec le soutien du Sonodoc de Jet. Vos dons nous permettent d'enquêter. N'hésitez pas à soutenir l'information indépendante en Bretagne. SPLANN.org